Donc, je suis Pascal Mariotti, directeur du Vinatier. Je voulais d'une part vous prier d'excuser une présence qui sera éphémère ce matin, mais compte tenu de ce que m'avait décrit Jean-Michel Doré, je tenais à être présent au moins symboliquement pour l'institution. Et puis, je ne suis pas déçu parce que j'ai été, dès mon cheminement dans le parc, impressionné par votre organisation. C'est pas toujours le cas. On perd parfois du monde dans le parc. Et puis, par à la fois le nombre de personnes présentes, votre ponctualité à toutes et tous, qui là aussi n'est pas une de nos qualités premières, l'assiduité de tout le monde. Et puis on me dit qu'effectivement, je les salue également, il y a énormément de personnes de l'association, notamment nationale, qui sont présentes en distanciel. J'espère qu'elles nous entendent bien et que tout se passe bien à domicile ou ailleurs pour elles. Alors moi je voulais donc, Monsieur le Président et puis ami Jean-Michel, vous remercier pour votre invitation. J'ai l'habitude de dire que lors de ces introductions, je ne suis spécialiste de rien, mais généraliste de tout. Donc je raisonne souvent par comparaison. Donc ces quelques mots, bien entendu, seront des mots qui peut-être vous paraîtront trop peu focalisés sur le sujet du jour, mais c'est un peu la règle en la matière pour ce qui me concerne. Et peut-être trop généraux, quoique, puisqu'il y a toujours cette question de l'écart, je vais me faire plus explicite tout de suite après, entre la théorie des choses qu'on professe et la pratique de celles qu'on applique ou qu'on parvient à appliquer. Alors je suis d'autant plus sensible à votre invitation ce matin, que justement c'est une initiative qui est en coportage entre l'hôpital et plus largement le champ de la santé et l'association donc des malades et de leurs aidants. Et moi je voulais souligner, et vous en êtes très directement acteur, la place croissante de ces logiques et démarches partenariales et surtout collaboratives dans le champ hospitalier de la santé. Nous savons, on le voit au Vinatier notamment et dans notre environnement, que c'est une des grandes transformations de la période encore récente. Rappelons-nous que les choses sont récentes en la matière et rappelons-nous ce qu'elles ont été, et notamment dans la relation institution-patient et médecin-soigné. Et nous avons tous ici la conviction que c'est un des progrès majeurs de cette période encore récente. Pour ce qui est du Vinatier, je crois qu'on peut affirmer, on le voyait encore hier soir en directoire, que c'est central et structurant cette question, cet enjeu de la place des patients et des aidants dans le projet de l'établissement. Et là, on parle bien à la fois de prévention, de soins, d'enseignement, de recherche, de tous les domaines qui sont de notre responsabilité. Alors sachant bien évidemment que quand on regarde le quotidien, je l'évoquais à demi-mot au début de mon propos, cette cible de l'implication systématique et jusqu'aux en profondeur des patients et de leurs aidants, elle est parfois plus complexe à mettre en place au quotidien et notamment au cœur des pratiques et de nos fonctionnements. Et, il faut avoir cette humilité-là. Nous ne sommes pas parfaits. Ensuite, je suis également sensible à votre invitation à lire le programme, les intervenants sont nombreux, de qualité, issus de différentes disciplines et spécialités. C'est au cœur de notre sujet, issus de Lyon, mais aussi d'ailleurs, et parfois, me semble-t-il, de très loin. Je le souligne, non pas pour le plaisir de le souligner, mais c'est parce que c'est comme ça, me semble-t-il, qu'on progresse par l'ouverture. Ça, je pense que c'est, pour la psychiatrie en particulier, quelque chose de décisif dans le progrès notamment de la qualité de ce qu'elle est capable de faire et de la pertinence des solutions et des soins qu'elle offre. Donc on progresse par l'ouverture pour atteindre à plus de pertinence dans les questionnements, bien entendu, dans les hypothèses que l'on pose face à la maladie et aux troubles, et au final face aux solutions qu'on arrive collectivement à dégager. Alors en conclusion de ces quelques mots que je voulais rapides, je voulais souligner, pour élargir un peu, que les questions du vieillissement et celles qui sont posées consécutivement par lui, les solutions que ces questions appellent, les réponses qu'elles exigent, sont, pour ce qui est du Vinatier, considérées comme des sujets prioritaires de l'établissement. Je pense qu'on est dans un monde de la psychiatrie qui est en difficulté sur ce sujet quasiment depuis toujours. On est sans doute historiquement et plus récemment un des établissements les plus structurés. Il n'y a pas de prétention à le dire, je pense que c'est une réalité objective qui est assez communément reconnue et tout au moins, je dirais, à l'échelle du pays.
peu d'établissements sont structurés comme le nôtre, et j'en parle d'autant plus librement que je n'en suis pas, dans ma période de direction, en quelque sorte, l'auteur et l'initiateur. Il s'est agi pour nous de conforter, de développer. Alors si je le souligne, c'est qu'il me semble que pendant longtemps, et peut-être encore souvent, on affronte en psychiatrie, dans nos établissements, certaines formes de désintérêt ou même de caricature de la part de la psychiatrie, qu'elle se donne à elle-même en quelque sorte, mais aussi à travers les visions qui sont les siennes de la question de la psychiatrie des personnes âgées, souvent définie, si ce n'est comme un domaine d'exclusion, mais comme un domaine de frontière vis-à-vis de tous les autres, et en particulier dans la relation à la gériatrie. Alors je voulais rappeler à cette occasion, pour élargir encore un peu plus, que quoi qu'on en pense, le vieillissement dans le champ de la santé mentale, et là au plan national des politiques publiques, et non pas de chaque établissement, mais ceci peut expliquer cela, le vieillissement dans le champ de la santé mentale et des troubles afférents de la cognition des personnes âgées, quelles qu'en soient les causalités, et on sait qu'elles sont complexes, la question aussi des processus de vieillissement, si on considère ces questions-là comme relevant de processus développementaux, ne sont manifestement ni des priorités de santé publique, ni de politique publique, tout au moins dans notre domaine d'activité de soins, ce qui rend d'ailleurs nos efforts d'autant plus méritoires et la difficulté d'autant plus grande que ce sont des questions auxquelles les établissements doivent s'affronter, dans lesquelles tout au moins ils doivent s'investir de leur propre initiative avec leurs partenaires, sans que quoi que ce soit nous soit indiqué au plan national. C'est rarement le cas d'ailleurs dans d'autres domaines, ça l'est parfois. Prenons l'exemple de la périnatalité, prenons l'exemple des jeunes adultes. En matière de vieillissement, on ne nous dit rien. À nous de savoir ce qu'il est utile, nécessaire, opportun et pertinent de faire. Alors pourtant, outre les nécessités qui sont bien évidentes, ce n'est pas à vous que je vais tenter de les décrire, des nécessités qui manifestement sont croissantes, telles qu'on en discute souvent avec Jean-Michel Doré et le pôle personnes âgées du Vinatier ou nos partenaires. Je pense que c'est un sujet et toute une série d'enjeux qui portent vers plus de pertinence parce que justement, ceci nous confronte à la nécessité d'ouverture de la discipline et des autres disciplines et spécialités médicales par rapport à nous, autour notamment des enjeux de cognition. Moi, c'est un des enseignements depuis mon arrivée, elle est maintenant un peu ancienne, au Vinatier, que cette question assez centrale qui est portée notamment par la psychiatrie des personnes âgées et la prise en charge de leurs troubles cognitifs. On voit bien qu'il y a là derrière des enjeux d'intelligence collective en particulier, et c'est ça que je voulais souligner en concluant, à travers l'initiative qui est la vôtre aujourd'hui, à travers aussi ce que font les porteurs de ces activités pour la psychiatrie, avec la psychiatrie, mais avec aussi l'ensemble des autres acteurs et notamment les autres disciplines et spécialités autour de la cognition. Et ça, je voulais vous en remercier tous et en remercier notamment les équipes qui, au quotidien, effectivement, s'affrontent à ces sujets complexes au bénéfice, me semble-t-il, des patients parce que les progrès sont visibles et bien réels. Merci de votre attention. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, parfait. Donc, je m'appelle Jean-Michel Doré, je suis médecin psychiatre donc, sur l'établissement et donc j'ai participé avec la 2MCL à la mise en place de ce colloque. Donc, je vous souhaite à tous déjà la bienvenue à ce 5e colloque sur la maladie à Cordes-Lévy. Grâce à l'association A2MCL, à son président, Monsieur Delinares, et puis également grâce à l'énergie de tous les bénévoles que j'ai pu constater hier, nous avons la chance de pouvoir nous réunir aujourd'hui pour échanger, pour partager nos connaissances autour de cette maladie qui est très fréquente, qui concerne au moins 200 000 personnes en France, voire plus, mais pourtant encore trop méconnue. Pour les participants, permettez-moi de vous remercier parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais vous l'avez peut-être constaté, le colloque se déroule à guichet fermé. Vous êtes plus de 150 inscrits en présentiel et d'après ce que j'ai compris, 8 à 900 en distanciel. Donc ce nombre impressionnant de participants témoigne, il me semble, de notre volonté collective d'en apprendre davantage sur la maladie à Cordes-Lévy, que nous soyons professionnels, mais également aidants ou malades. Je suis également très honoré que cette journée se déroule sur le campus hospitalier du Vinatier où j'ai la chance d'exercer.
Alors pour ceux qui ne sont pas lyonnais, le Vinatier est un établissement psychiatrique qui est vraiment situé au cœur de la métropole lyonnaise et qui va proposer des soins à tous les âges de la vie, alors chez l'enfant, chez l'adolescent et chez les adultes, jeunes ou moins jeunes. Et comme l'a dit monsieur Mariotti, nous disposons ici d'une filière de soins en psychiatrie de la personne âgée exclusivement dédiée aux plus de 65 ans. Alors, elle s'articule autour d'unités d'hospitalisation, de consultation, d'équipes mobiles, et puis également d'une consultation mémoire à orientation neuropsychiatrique. Il me semble que ça a été l'une des premières consultations de ce type ouvertes en France il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc, au sein du pôle de psychiatrie de la personne âgée, dont j'ai la responsabilité, nous accueillons un nombre important de personnes qui présentent un mode d'entrée psychiatrique dans leur maladie neuroévolutive, et notamment dans la maladie Accord-Lévy. Il me semble que la maladie Accord-Lévy est la maladie neuroévolutive avec la plus grande présentation neuropsychiatrique. C'est vraiment la pathologie qui est à l'interface entre la neurologie et la psychiatrie. Et donc, en raison de cela, les psychiatres ont vraiment un rôle de sentinelle. Ils doivent reconnaître la maladie Accord-Lévy, ils doivent savoir l'identifier et puis la diagnostiquer pour éviter les erreurs qui ont souvent de lourdes conséquences sur le devenir des malades. Alors, durant cette journée, nous allons bien sûr parler des manifestations neuropsychiatriques de la maladie Accord-Lévy, aussi débattre autour des filières de soins, et puis nous allons entendre des experts qui vont aborder les spécificités de la fragilité dans cette pathologie et qui présenteront également les avancées récentes en matière de recherche diagnostique, physiopathologique, thérapeutique, et puis nous aborderons également la question de l'aide aux aidants et des nouveaux moyens d'action éducatifs. Donc encore une fois, merci pour votre présence. Je vous souhaite un colloque riche, inspirant et puis surtout porteur de perspectives pour l'avenir. Bonjour à tous. Sur le programme, vous aviez pu constater que c'était Mathilde Lepioloville qui devait ouvrir ce colloque, qui était notre présidente. Et il y a quelques semaines, Mathilde a décidé de quitter ses fonctions de présidente pour des raisons personnelles. Et j'assure donc l'intérim de la présidence. Au passage, je veux rendre hommage à Mathilde, parce que pendant presque 2 ans, elle a parfaitement tenu le gouvernail de l'association, qui n'a fait que continuer à croître et avec une équipe de bénévoles et de permanents qui se renforce tous les jours. Alors, je suis très heureux de constater que l'amphi est plein et que nous sommes pas loin de 1000 au total à participer à ce colloque, à cette rencontre. C'est donc bien que la maladie Accord-Lévy commence à être un peu mieux connue. Alors, je voudrais, c'est d'usage, mais là, c'est vraiment aujourd'hui particulièrement sincère de ma part, remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Tout ça au nom de l'association, mais au nom des familles concernées par la maladie, au nom des malades de l'association. Merci en particulier au comité d'organisation. Alors, il y a le docteur Antoine Garnier-Crussard, Claire Roubaud-Baudron, Jean-Michel Doré, bien sûr, les professeurs Claire Paquet et Frédéric Blanc qui nous accompagnent depuis le début, qui sont quasi à l'origine de l'association. Et puis, bien sûr, merci, monsieur le directeur, de nous accueillir dans ce très bel endroit. Comme ça a été dit, je trouve que symboliquement, c'est très important qu'on puisse parler des troubles neuropsychiatriques au sein d'un établissement comme le Vinatier. Donc, merci à tous. Au passage, je remercie une équipe de supporters qui est en train de se développer. Ce sont nos mécènes, la Fondation Jalmalve, la Fondation Roger de Spelberg, la Fondation PFG, le cabinet Lisée Aucher, et le fonds de dotation Nos épaules et nos ailes et vos ailes, qui vient de rejoindre cette équipe de supporters. Alors, sans énumérer tout ce que fait l'association,
Je voudrais quand même signaler à ceux qui nous découvrent aujourd'hui les principaux dispositifs que nous avons mis en place mois après mois. Nous avons bien sûr une ligne téléphonique qui répond quasi en temps réel et qui peut orienter, si nécessaire, vers une neuropsychologue qui elle-même est disponible à très court terme. Nous avons aussi, bien sûr, des séances de formation, d'information, aussi une plateforme de e-learning très complète et incroyablement ludique. J'ai passé une nuit dessus et j'ai cru que j'arrêterais pas. Nous avons bien sûr aussi des réunions et puis des ateliers divers pour les personnes malades et aussi pour les aidants. Alors, nous faisons la plupart des activités en visioconférence, mais nous mettons dès maintenant en place un accompagnement personnalisé pour les familles concernées juste après le diagnostic. Donc, cet aspect-là, évidemment, il est complémentaire pour les médecins qui nous écoutent, il est complémentaire de ce que font les médecins juste au moment du diagnostic. Donc cet accompagnement post-diagnostic est en train de se mettre en place grâce en particulier à un mécène. L'un de nos axes de développement à venir est le développement en région. On va essayer de faire plus de formation et de soutien en présentiel dans toute la France. Et pour les actions locales, nous aurons bien sûr besoin de toutes les ressources présentes sur place dont vous pouvez faire partie. Alors, la maladie à corps de Lévy reste une maladie très mal connue et tous les soignants présents aujourd'hui, vous qui connaissez cette maladie, vous savez bien que vous voyez arriver des patients diagnostiqués tardivement, mal diagnostiqués et très souvent mal pris en charge. Et la lutte pour la reconnaissance de la maladie va rester pour nous, dans les mois à venir, une priorité absolue. Dans la stratégie MND, maladie neurodégénérative, qui devait voir le jour au ministère de la Santé, la maladie à corps de Lévy avait enfin une place à part entière. Nous espérons que les évolutions récentes du ministère ne freineront pas trop la mise en place de cette stratégie. En tout cas, merci à tous les médecins, en particulier ceux de la Fédération du Centre Mémoire, pour les travaux qu'ils ont menés dans l'élaboration de cette stratégie. Pour notre part, nous continuerons bien sûr à solliciter les autorités politiques et médicales de façon à essayer de faire avancer cette reconnaissance. Nous continuerons des campagnes diverses. Nous solliciterons les médias. La journée mondiale de la maladie à corps de Lévy a été inventée il y a tout juste un an. La deuxième journée aura donc lieu le 28 janvier prochain, dans un peu plus de 2 mois, en coordination avec une dizaine d'associations d'autres pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie, l'Irlande et d'autres. Donc on commence à créer une fédération de pays et le 28 janvier prochain est la journée mondiale. Merci à vous tous de faire connaître la maladie et de diffuser les dates de nos événements comme cette journée mondiale et tout ce que nous pourrons inventer dans les mois à venir et il y aura des choses. Après le soutien aux familles, la sensibilisation sur la maladie, le troisième pilier de notre action est le soutien à la recherche. Dans ce domaine, vous le savez bien, il faut des ressources financières
Et je ne vous cache pas que le développement rapide de l'association, plus une conjoncture nationale et mondiale qui ne favorise pas toujours les dons, rendent nos finances un petit peu tendues cette année. Et nous n'avons pas pu financer dans les projets qui nous ont été soumis tous ceux qui le méritent, alors que certains sont tout à fait remarquables. Et là, c'est vraiment un regret que nous avons. Je lance donc un petit appel aux dons, bien sûr, mais aussi pour faire connaître les besoins de notre association auprès du grand public et auprès de mécènes potentiels. Merci d'avance pour la recherche en particulier. Aujourd'hui est une occasion exceptionnelle de rencontre entre soignants, personnes malades, aidants, chercheurs, et tous ensemble, profitons de cette journée pour mieux nous connaître. Il y aura des temps, de nombreux moments des pauses pour échanger. Échangeons entre nous tous. Et pour terminer, je voudrais rappeler ce que nous disions lorsque nous annoncions la création de la 2MCL il y a bientôt 6 ans. Je disais quelque chose comme ceci. Les familles qui sont isolées au fin fond d'une région lointaine, dont le malade n'est peut-être pas diagnostiqué, ou qui n'ont pas eu forcément connaissance des soutiens qui peuvent les accompagner, ou dont les moyens financiers sont très faibles, ces familles sont probablement dans la plus grande souffrance, et ce sont elles qui nous empêchent de dormir et qui sont la raison d'être de nos actions. Pour la 2MCL, cela reste vrai aujourd'hui. Nous devons donc continuer tous ensemble. Et pour ouvrir réellement ce colloque, nous avons demandé à la personne la plus concernée par la maladie, c'est-à-dire atteinte par la maladie à cœur de Lévy, de nous dire ce qu'elle attend de nous aujourd'hui. Bon colloque à tous. Patrice. Bonjour à toutes et à tous. Donc en tant que malade, je vais essayer de m'exprimer. Vous pardonnerez mes fautes. Donc je me présente, Patrice, 66 ans, diagnostiqué depuis peu. En tant qu'infirmier, j'ai eu la chance, le privilège d'aider, de protéger, de soigner, de secourir. Je dis bien privilège parce que tous les soignants qui sont ici doivent le garder à l'esprit. C'est vraiment un privilège que nous avons durant donc toute ma carrière. Aujourd'hui, c'est la 2MCL qui m'offre son aide et c'est vous qui me soignez. Donc merci. Notre premier obstacle en tant que patient, donc, c'est l'errance diagnostique. On en parle, on en reparle. Cette incapacité à comprendre ce qu'il est en train de se passer nous paralyse. Vraiment, c'est quelque chose de très fort, de bien ressenti. On ne comprend pas, nous sommes perdus. L'errance est pour nous, malades à cœur de Lévy, un problème majeur. Face à l'errance, nous nous sentons tellement démunis. Ne pas savoir est une situation d'autant plus insoutenable qu'elle est interminable. En tout cas, elle peut l'être. C'est pas pareil pour tout le monde, mais ça l'est dans le fin fond de la France dont parlait à l'instant notre président. En ce qui me concerne, donc, 8 trop longues années d'errance. 8 années, ça en fait des jours et des heures et des nuits. Alors, pas que pour moi. Le malade ne pense pas toujours qu'à lui, évidemment. Il entraîne dans son sillage avec cette maladie tous ses proches, la famille, les enfants, l'épouse ou l'époux, les petits-enfants. J'ai la chance d'avoir 10 petits-enfants. Il y a tout le monde qui est impacté. Donc quand on ne comprend pas, personne ne comprend. C'est très difficile. Nous, patients, nous ne savons pas quelle maladie nous frappe. Quelque chose ne va pas, mais on ne comprend pas. Je me suis perdu, ça y est, pardonnez-moi. Donc 8 années. Et puis, m'entendre dire que je n'avais rien a fait naître en moi un sentiment d'injustice, d'incompréhension.
des spécialistes, à la suite des consultations, des examens, m'ont dit « vous n'avez rien ». Alors, ça n'est pas une exception quand on suit, comme j'ai eu la chance de le faire, les Cafés Lévy dans le cadre de l'association. On s'aperçoit que l'on a tous à peu près ce même parcours. Enfin, nous sommes nombreux. Sont épargnés les gens qui ont la chance de vivre près de Strasbourg, les gens qui sont en région parisienne ou à Paris. C'est beaucoup plus difficile en province, évidemment. J'entendais le professeur Frédéric Blanc, il y a quelque temps, dire mais c'est à croire qu'il y a une épidémie de maladies à cœur de Lévy dans le secteur de Strasbourg. Donc, on ne comprend pas. On a un sentiment d'injustice, d'incompréhension, évidemment. Les symptômes augmentaient, de nouveau apparaissaient, et pourtant je n'avais rien. Une certaine amertume même a pointé son nez quand un neurologue donc méconnaissant la MCL a certifié que la maladie ne me concernait pas, en tout cas pas de maladie neurologique, et même qu'il fallait arrêter les examens. Imaginez quand j'ai décidé de poursuivre ma quête de savoir, appuyé par des conseils d'autres personnes spécialisées dans cette maladie, qui m'ont dit, au vu des examens que j'ai reçus, des résultats, il y a une incohérence avec les résultats notifiés et la rédaction du rapport. Donc imaginez aussi les conséquences d'une lettre d'adressage d'un médecin de campagne qui se cale logiquement sur les conclusions du spécialiste. Le médecin spécialiste dit il n'y a rien, le médecin de ville ou de campagne, aussi compétent soit-il, j'ai adressé ce patient à un spécialiste, le spécialiste me renvoie qu'il n'y a rien, donc il n'y a rien. Il en est convaincu. Donc imaginez cette lettre où ce médecin va faire une lettre d'adressage en disant « Chers confrères, je vous adresse monsieur un tel, manifestement il n'a rien, mais il est persuadé qu'il a peut-être quelque chose. » Vous voyez, ce genre de message, alors il y a l'errance et il y a les conséquences de l'errance. Et là, ça en fait partie. Donc, je disais, notre président le citait tout à l'heure à maintes reprises, ensemble. Ce terme ensemble, ça nous plaît beaucoup. Nous, patients, nous ne savons pas quelle maladie nous frappe, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais nous savons que quelque chose ne va pas. Évidemment, nous ne sommes pas médecins, et encore moins spécialistes, en maladies à cœur de Lévy, mais on sent, on se connaît depuis tant d'années. Moi, ça fait 66 ans que je me connais, que je me parle tous les matins et je me salue le soir. Et manifestement, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien nous écouter serait pourtant une bonne piste diagnostique. Là aussi, il m'est arrivé dans certaines consultations, ça s'est passé un petit peu comme un coup de fusil. Alors on s'imagine pour les aidants et les malades qui sont présents, et tous les professionnels de santé, quand on attend 6 mois, 1 an ou davantage pour avoir une consultation, on espère énormément de cette consultation. Quand elle se déroule comme un coup de fusil en 20 minutes, on a la sensation que c'est bâclé. On n'a pas eu le temps de s'exprimer. Les bonnes questions ne nous ont pas été posées. Donc, on a l'impression d'un gâchis. Nous endurons tous ce même parcours du combattant, donc je venais de le dire, si seulement la lenteur de ce périple insoutenable pouvait nous être épargnée. On s'imagine que l'errance, elle est obligatoire. On ne peut pas non plus, la maladie se développe tout doucement. Le médecin, c'est un peu comme quand on a une angine. Si c'est au tout début, le médecin de ville ne va pas pouvoir diagnostiquer forcément l'angine tout de suite. On est arrivé 24 heures trop tôt. Donc là, c'est pareil. Mais c'est cette longueur qu'il faudrait nous éviter. Ce serait, alors, je ne me permettrai pas de parler au nom de tous les patients et aidants de France et de Belgique, parce que nous avons des membres de Belgique.
mais je pense que beaucoup comprennent ce que je suis en train de dire, d'essayer de faire passer. Donc, si seulement la lenteur de ce périple insoutenable pouvait nous être épargnée, d'autant que le diagnostic n'est pour nous qu'une étape d'un parcours déjà peu enviable. Ce n'est qu'une étape, parce qu'on a hâte de savoir, mais ce que souhaitent les personnes affectées par la maladie à corps de Lévy. Je vais brièvement vous faire entrer dans les rêves des malades et de leurs aidants. Nous rêvons d'un corps médical, comme vous tous ici présents. Je vous en remercie. Des personnes qui seraient curieuses, qui continueraient à s'instruire, qui échangeraient leur savoir, qui continueraient à instruire les autres. Nous rêvons d'une chaîne médicale dont tous les maillons connaîtraient la maladie à corps de Lévy. Donc évidemment, en tant que paramédical, infirmier, je pense à mes collègues infirmiers, infirmières, aux aides-soignants, aides-soignantes qui ont un rôle primordial, notamment à domicile, un rôle de soutien évidemment du patient, mais de l'aidant, de la famille. Expliquer ce qu'il se passe. Il m'est arrivé en tant qu'infirmier libéral, il faut que je fasse vite, il m'est arrivé en tant qu'infirmier libéral de soigner un patient qui était en état avancé, donc qui disait quelques grossièretés à ses enfants, à sa propre fille. Et c'était évidemment très blessant. Cette personne était entrée dans la démence. Et j'expliquais, sans vraiment le savoir, c'était juste un réflexe, j'expliquais à l'entourage qu'il fallait voir en cette personne qui prononçait ces insanités, qu'il s'agissait du patient qu'il était devenu et non pas du papa ou de la maman qu'il avait été, ou de l'époux. Il faut bien garder en mémoire qu'il y a eu cet époux, il y a eu cette épouse, il y a eu ce papa, cette maman. Et que cette personne est en train de devenir malade et c'est sa maladie qui fait ça, qui dit ça. C'était mon point de vue, c'est certainement discuté. Nous aimerions être diagnostiqués donc moins tardivement. Un diagnostic posé précocement nous protégerait de ces trop longues années d'errance très difficiles, accablantes. Pas seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous aiment. Je le disais tout à l'heure, on entraîne tout le monde dans notre sillage, pour parler en termes marines. Cela nous épargnerait d'être ignorés comme invisibles. C'est quelque chose que l'on ressent aussi beaucoup. Sans diagnostic, pas d'accès au traitement, pas de prise en charge, aucune reconnaissance. Ça aussi, ça nous blesse. On entend souvent parler de ça. Cette idée où on peut simuler, exagérer, donc pour un méridional, imaginez, on amplifie. C'est connu, mais alors là, on met, pourquoi pas, le compte là-dessus, d'un seul coup, puis le lendemain, mais il va bien, là, vous voyez, aujourd'hui, je me débrouille bien. Peut-être que tout à l'heure ou demain, ça ira beaucoup moins bien. Cela nous épargnerait d'être ignorés comme invisibles, sans diagnostic, en cause de cette trop répandue méconnaissance. On en parle souvent. Souvent évoquer cette méconnaissance, en somme, acceptable, compréhensible. Il serait déraisonnable de souhaiter que tout le monde sache tout. On veut bien le croire. Le mal vient de ceux qui ne savent pas. Là, je prends un ton grave. Le mal vient de ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas la sagesse, l'humilité. Le directeur de l'hôpital parlait d'humilité tout à l'heure. La sagesse, l'humilité d'orienter vers un confrère qui, lui, connaît et connaît bien la maladie à corps de Lévy. On ne sait pas, on est coincé, ça nous arrive à tous. Ça m'est arrivé en tant qu'infirmier en disant « je passe la main ». Là, je ne comprends pas, je passe la main. J'écoute le patient, j'écoute son entourage et je passe la main. Ça, c'est la critique constructive. Passons la main. Si on n'y arrive pas. Ce qui est dommage, c'est que tout ce que je suis en train de dire s'adresse finalement à tous ceux qui ne sont pas là. En tout cas,
ni en présentiel, ni en distanciel. Et à nous tous de leur faire passer le message de bien apprendre, ça nous protégera tous. Nous souhaitons savoir, ou pas, dans cette maladie, le fait de savoir nous protège de ses conséquences, les incompréhensions, les difficultés, les souffrances, les maladresses, les disputes pourraient même être adoucies, voire évitées. En début de maladie, tant que le malade ne comprend pas, tant que l'aidant ne comprend pas, ça peut être source évidemment d'accrochage, de conflit. Mais je t'ai déjà dit, mais je te l'ai répété, ça fait 3 fois que tu me demandes. Quand le diagnostic est posé, on sait, les choses s'apaisent. Donc on en arrive au diagnostic. Le diagnostic tombe, enfin, la délivrance. Pour résumer cette phrase que je viens de dire, enfin la délivrance, je vais vous citer une phrase de mon épouse qui m'avait écouté parler avec mes amis, mes copains, copines, on peut dire, du Café Lévy. Et elle me dit, vous, les malades à Cordes-Lévy, vous êtes bizarres. Vous êtes contents quand on vous annonce le diagnostic, quand on vous cite votre maladie. Mais je me suis dit, mon Dieu, qu'elle a raison, sachant qu'elle était infirmière aussi. Et de nous entendre, mais on va savoir où on sait, où je lui disais à l'époque, quand je vais connaître mon diagnostic, mais 8 ans après, je vais faire péter une bouteille de champagne, comme on dit dans les familles. Il y aura des larmes, certainement, de l'eau salée à l'intérieur de cette coupe, mais ce sera le ressenti. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est effrayant, c'est très dur après, mais le fait de savoir. Donc je termine parce que les chronomètres sont engagés. Notre première bouée de sauvetage, nous les malades à Cordes-Lévy, les aidants, les familles, c'est la de MCL. Ça l'a été pour moi, de par tous les cafés Lévy que nous faisons ensemble sur toute la France, donc en visioconférence, c'est merveilleux. On s'est tous rendu compte à peu près de la même chose. J'invite donc celles et ceux qui souffrent de la maladie à Cordes-Lévy à parcourir le merveilleux site de la DEMCL. Bon, vous qui êtes ici présents, manifestement vous le connaissez. Cette famille à DEMCL est notre premier traitement pré-diagnostic. Il y a le pré-opératoire, le post-opératoire, il y a le pré... Avant de savoir le diagnostic, c'est notre bouée. Je le disais à une dame de l'association que j'avais eue pour la première fois au téléphone dans un moment de détresse et qui m'avait tendu la main. J'ai découvert l'association et je l'ai appelée, alors évidemment, n'y voyez jamais rien de péjoratif, ma bouée de sauvetage. Et donc, par extension, l'association et tous les gens merveilleux que j'ai pu croiser depuis. Que dire des divers cafés Lévy, j'en parlais depuis tout à l'heure, j'en sors à chaque fois, nous en ressortons apaisés, heureux. On a pu parler entre nous. On peut même y rire et y pleurer, ensemble, sans jugement aucun. Entre malades, c'est pareil pour les aidants, etc. On peut dire des choses douloureuses, des choses gênantes que l'on n'osera pas dire forcément sur notre hygiène de vie, etc., sur les conséquences des symptômes. Ce site regorge d'informations, de connaissances, de gens connaisseurs, pour savoir enfin. Pour résumer, si l'association A2MCL n'existait pas, ma famille et moi serions seuls, perdus au fin fond du Périgord. C'est ce que disait notre président tout à l'heure. Sans savoir, sans aide, sans rien. Donc imaginez le plaisir que j'ai de dire un immense merci à la 2MCL. Je ne peux pas terminer sans remercier mon épouse, mes enfants et mes petits-enfants pour leur amour, leur soutien, vraiment. Alors c'est personnel, mais ça me fait plaisir de le dire devant vous. Au nom de toute ma merveilleuse famille, je tiens à témoigner toute ma reconnaissance à un médecin spécialiste ici présent. Il se reconnaîtra.
Ce diagnostic nous a sauvés, vraiment. Merci à vous tous qui êtes là pour nous aider, nous soigner, nous secourir.